Havre de Radez. De ma vie à Radez, je ne parlerai pas beaucoup, car tous mes enfants la connaissent. Je me bornerai à rappeler quelques souvenirs. Les premières années furent très dures. Je pris les finances de la maison en main, comme chaque fois que nous devions nous serrer la ceinture. De 1925 à 1930, il a fallu rembourser de grosses dettes. Pour acquitter les premiers 10 000 francs, nous eûmes recours au prêteur Burgel, moyennant l'hypothèque sur la rue de la Rivière et de gros intérêts. Henri et Paul donnèrent un coup de main. Tous les 15 jours, Paul envoyait un mandat télégraphique de 50 francs sur sa quinzaine, et Henri, quand il fut à l'agence nord-africaine, 250 francs tous les mois. De plus, la cuisine n'était guère compliquée. De grosses soupes aux pâtes et légumes secs, haricots, pois cassés ou févettes. Mais les parts étaient copieuses, le pain blanc et frais à volonté. Jean avait passé le mois de juillet à la maison, dans la petite chambre. Le 1er août, il me dit « Maman, je pars, moi aussi, pour Paris. D'ici le mois d'octobre, je verrai ce que je pourrai faire. » Il n'avait que 19 ans. C'était le 3e fils que l'effroyable et admirable ville me prenait. De toutes ces années, je ne me souviens pas de grand-chose. Les enfants allaient à l'école. René, qui était encore tout petit, restait à la maison. Il s'installait là, sur le palier du grand portail, et regardait les gens passer. Il était brun comme un brugnon, avec une forêt de cheveux bouclés qui faisaient comme des bagues sur sa tête. Et parfois, quand il voyait une dame, il lui disait « Madame, tu me donnes un bonbon ?» Il sautait de son perchoir dès que Noël revenait de l'école. Puis il grimpait sur les amandiers, il remplissait ses poches d'amandes et me disait « Une poche pour toi, une pour moi ». Il lui arrivait d'être sur un arbre alors que je le cherchais dans la rue. Lui et Jean, de tous les miens, sont restés le plus longtemps avec moi à la maison. Devenu un peu plus grand, René regardait l'heure à la pendule et disait « Nel va sortir, je vais le chercher ». Et il partait à la rencontre de Noël. La santé maintenant était bonne. Nous avions de l'air, des fruits, des légumes et du pain à discrétion. On habillait les enfants au magasin du Gagne-Petit. De solides costumes en velours chaud pour l'hiver et des chaussures. Marie-Louise Taos avait eu son manteau de velours de laine. Nous ne manquions pas de soucis d'argent, mais je me sentais enfin chez moi, pour la première fois depuis mon mariage. Je n'avais à subir les récriminations de personne. Les Kabyles venant du pays ne faisaient plus escale chez nous. En octobre 1925, Jean nous apprit qu'il avait réussi à son concours et qu'il entrait à Versailles. Je poussai un soupir de soulagement. Nous étions tranquilles sur son compte pour 1 an. Après, Dieu y pourvoirait. Je garde la vision de la table ronde de la salle à manger un dimanche, jour du couscous. Autour de la table, Louis, Marie-Louise Taos, Noël, René et Jean en vacances. Jean pousse Noël, très moqueur, à exciter Louis. « Tu cours, Louis, tu cours comme un hippopotame », lance Noël, et Louis de lui répondre « Attention ». AS, Noël avait tendance à se voûter, et nous l'appelions Essouna, du nom d'un bossu, notre voisin rue de la Rivière. Les enfants s'installaient aussi par terre dans la chambre de René, qui était aussi celle de Louis et de Noël, et ils jouaient aux dominos.
Mais Noël trichait et bouchait à la mie de pain les trous noirs des dominos. J'entendais parfois des disputes et je distribuais des taloches d'un côté ou de l'autre. Louis adorait jouer à la belote et c'était des séances à ne plus finir. Mais nous nous aperçûmes trop tard qu'il manquait souvent les cours du collège et interceptait les billets d'absence. Je n'ai pas vu grandir mon fils Louis. Pour moi, il était toujours le bébé couvé et porté sur mon dos jusqu'à l'âge de 3 ans. Il était resté plusieurs années sans savoir parler, comme les grandes personnes, surtout en kabyle. Garçonné, il déformait encore les mots comme un bébé, d'où les moqueries de ses frères. La Johra l'avait beaucoup gâté, plus que Marie-Louise Taos et Noël, mais lui avait appris certains travers, comme celui d'écouter aux portes. Depuis 1922, il n'était pas retourné en Kabylie. En 1927, j'attrapais une mauvaise grippe. Selon mon habitude, je ne me soignais pas. Et un beau jour, je ne pus me lever. Mon mari dut prendre une bonne. Et il fut décidé que j'irais passer les vacances en Kabylie. Je trouvai à mon arrivée bien des places vides. Le cousin, Chérifo Amrouche, était mort, ainsi que d'autres cousins germains de mon beau-père. J'aimais profondément Chérif, cet homme doux et digne. J'ai eu longtemps devant les yeux sa haute stature. Jamais je n'ai vu Chérif en colère pendant les 7 ou 8 années passées à El Ali. Il était toujours prêt à prendre notre défense quand on disait du mal de nous. Béchi Youssef, le mari d'Algia, la sœur de Ladjohra, était mort, ainsi que 2 filles de Madani et son fils Mohamed. Le vieil oncle Hamma vivait avec sa sœur, ma belle-mère, dans notre maison, qu'il n'a plus quittée jusqu'à sa mort. Quelques jours après mon arrivée, Jean et Henri vinrent de France nous retrouver. Henri pour peu de jours. Il devait se marier cette année-là, au mois de décembre. Les vacances passées, nous retournâmes à Radès. Jeanne, ma bonne, avait gardé la maison. Jean était entré à Saint-Cloud. Au mois de novembre, Louis nous annonça qu'il avait trouvé une place à la municipalité de Tunis. Nous ne pûmes que nous incliner devant le fait accompli. Nous aurions préféré le voir continuer ses études et entrer dans l'enseignement. Il était resté aussi naïf qu'un enfant, mais de mauvais garçons se chargèrent de l'instruire. Je ne me souviens pas si c'était en 1927 ou 1928 que Marie-Louise réussit un certificat d'études. En septembre 1927, mon mari put vendre la maison de la rue de la Rivière à son ami Brisini, qui lui paya 10 000 francs d'avance et le reste en 10 ans. Nous liquidâmes ainsi toutes nos dettes. En octobre 1928, Jean, ayant passé le professorat à Saint-Cloud, rentra à Tunis pour son service militaire. Mon mari, qui avait droit au voyage gratuit cet été-là, se rendit à Lourdes, puis à Paris, où il menait à Paul sa femme et son fils. Marie-Louise Taos l'accompagnait. Cette même année 1928, Louis, ayant quitté son emploi à la municipalité, décida de partir pour Paris. Nous écrivîmes à Paul pour avoir son avis. Il répondit par télégramme. Envoyez colis et nous expédia Louis. Ce fut pour moi un grand déchirement. J'avais tout envisagé, sauf de me séparer de Louis, que je jugeais un peu déficient. Je désirais le garder avec moi pour veiller sur lui. Jean faisait son service militaire à Bizerte, mais il revint à Tunis en janvier pour suivre les cours des élèves officiers. Il resta 6 mois pendant lesquels il fréquenta beaucoup la maison.
Souvent, les camarades de Marie-Louise Strauss attendaient qu'il leur résolve leurs problèmes d'algèbre. Il entra à Saint-Maxence et il demeura jusqu'en 1929. Quand il en sortit, il était un beau sous-lieutenant et les gens qui le rencontraient disaient à mon mari: « C'est à vous ce beau sous-lieutenant ?» Et mon mari était très fier de son fils. En janvier 1930, il fut nommé professeur à Sousse. La famille de Paul s'était augmentée d'une petite fille, Monique. Nous pensions la paix revenue dans ce foyer largement installé boulevard de Sébastopol, quand nous parvint l'alarmante nouvelle concernant la santé du bébé et les affaires. Tel était le bilan du couple au bout de 2 années de réunion. Mon mari, profitant de son nouveau permis de voyage, se rendit à Paris en mai. Il y fut rejoint aux vacances par Jean et Marie-Louise Strauss. Tous me confirmèrent que la petite Monique était bien malade. J'offris à Belkacem de faire venir à la maison les enfants et la femme de Paul pour que Monique puisse se rétablir. Charlotte arriva au début d'octobre 1930. La petite fille serait certainement morte si elle était restée à Paris. Mais la maison de Radès n'était pas assez spacieuse. Et quand Jean vint pour les vacances de la Toussaint, je fus obligé de le faire coucher dans le même lit que son père, moi-même dormant tête bêche avec Marie-Louise Strauss. René avait émigré avec son lit dans la chambre de son père, et Noël se contenta du canapé dur de la salle à manger. Le lendemain, Jean dit que cette situation ne pouvait durer. Charlotte écrivit à ses parents pour leur demander de la reprendre à Erelali. Ils la reçurent dans le courant de décembre. Nous décidâmes alors d'agrandir la maison. Quand Jean passait les vacances avec nous, Marie-Louise Strauss devait lui céder sa petite chambre en face de la mienne. Cette petite chambre chargée de souvenirs où Marie-Louise Strauss apprenait ses leçons et cherchait ses problèmes. Parfois, je l'avais aidée. Maintenant, elle avait son brevet élémentaire. Nous pressentîmes 3 entrepreneurs italiens. À la fin, nous choisîmes d'acheter les matériaux à notre compte et nous prîmes un maçon à la journée. Tout contre la cuisine existait des dépendances que nous fîmes abattre, conservant un mur qui devait se révéler humide et insalubre. Nous pûmes faire construire en un temps relativement court 3 pièces et une véranda vitrée. En outre, un escalier extérieur permettait de monter sur la terrasse. Nous avions commencé à Noël. À Pâques, tout était fini. En septembre 1931, Jean annonça ses fiançailles et nous présenta la jeune fille accompagnée de sa mère. Marie-Louise, Noël et René rentrèrent de vacances passées sans moi à Erelali. 8 jours après, René tombait malade avec une forte fièvre. Le docteur diagnostiqua une typhoïde. Au 1er octobre, Noël se rendit à l'école le matin, mais il dut s'aliter le soir même. Charlotte et ses 2 petits étaient revenus de Kabylie avec mes enfants. La belle-fille prit la direction de la maison pendant que j'étais occupé avec les malades. Il fallait changer les poches de glace sur la tête plusieurs fois de jour et de nuit. Marie-Louise faisait les courses et charriait la glace, mais elle tomba malade à son tour. On la soigna pour le paludisme, mais elle avait aussi contracté la typhoïde. Je dus lutter durant 3 mois. À la Toussaint, nous appelâmes 3 docteurs en consultation, le docteur Brock, Gérard et Alovikov, le médecin traitant. Ils m'ordonnèrent de cesser les bains, mais de faire des enveloppements. René fut le plus éprouvé. Un abcès de fixation provoqué artificiellement le sauva. Noël, lui, se releva assez vite de sa maladie, mais j'ai l'impression que moralement, il ne s'en remettait pas vraiment relevé. Louis fut rappelé en Tunisie pour son service militaire. Avant son entrée à la caserne,
lui aussi aida à charrier la glace. Pendant cette période de tristesse et d'angoisse, ma petite fille Monique, toute blonde, fut un rayon de soleil. Elle n'avait pas encore 3 ans, mais elle était forte et solide sur ses petites jambes. Elle aussi voulait aider. Elle m'apportait, appuyée sur son petit ventre, la poche de glace qu'il fallait mettre sur la tête de l'un ou de l'autre des enfants, offrait la tisane à Marie-Louise en disant « C'est bon, tata, bois ». Sa mère fut admirable de dévouement. Je ne sais ce qui serait advenu si je ne l'avais pas eue à mes côtés. Personne n'aurait voulu nous servir, car tous craignent la contagion. De fin septembre à fin décembre, je me couchais, ni ne me déshabillais. Quand René fut hors de danger, je veillais Marie-Louise Taus, qui était au début de son mal. En janvier 1932, tous, enfin, purent se lever. Le temps que dura cette maladie, Jean vint de Sousse, toutes les semaines le mercredi soir, pour s'en retourner le vendredi matin à l'aurore. Il a toujours été à nos côtés, quand nous avons été dans la peine. La nouvelle partie de la maison nous fut très utile, car je pus ainsi donner une chambre à chacun de mes enfants, à ma bru et à ses petits. C'est le jeune Marcel qui, de bon matin, allait chercher le lait, puis le pain, avant de partir pour l'école. Au mois de mai, Jean se maria. Marie-Louise seule assista à la cérémonie. Les 2 époux vinrent souper chez nous et firent un voyage de quelques jours à Hammamet. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.